Donc, bonsoir à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur la quatrième conférence organisée par le CAPE. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Héloïse Duguet. Héloïse Duguet est donc psychomotricienne. Euh, pour vous donner un petit aperçu, Madame Duguet est anciennement spécialisée dans l'électronique d'aviation et elle a fait une reconversion il y a de ça quelques années sur la psychomotricité. Ce soir, donc elle a eu l'expérience de travailler à la fois avec des adultes et des enfants, des adultes pour ayant des déficits lourds et puis en même temps des enfants dans des centres d'éducation à la fois en France et ici. Donc ce soir, Madame Duguet va nous faire une présentation dédiée sur les troubles des apprentissages scolaires. En fait, on a eu des demandes émanant des parents pour savoir un peu quels étaient les signes qui permettaient de détecter un problème chez les enfants. Problèmes en général de tout ce qu'on appelle les DIS, les troubles de l'attention et autres. Donc voilà, on vous remercie. On va organiser la conférence en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, on va balayer rapidement toutes les difficultés qui existent et leurs définitions. Et puis, dans un second temps, on va voir, euh, on va voir quels sont plus spécifiquement, les problèmes de dyspraxie, dysgraphie et les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence. Et on fera une pause à la fin de chaque grand chapitre de la présentation pour revoir avec vous ces questions, les poser à l'intervenante. Et si nécessaire, vous pourriez intervenir directement avec Madame Duguet. Donc voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Du coup, pour entrer un petit peu sur les troubles des apprentissages scolaires, on va, voilà. Au cours de sa scolarité, en fait, l'enfant peut rencontrer des difficultés dans ses apprentissages qui peuvent être dus en fait à plusieurs facteurs. Donc, des troubles 10, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais aussi à cause de troubles psychiatriques, des troubles anxieux, des troubles du comportement. Les apprentissages peuvent être aussi affectés par un trouble du spectre autistique, des atteintes neurologiques, un handicap moteur et ou intellectuel ou une déficience sensorielle, et aussi par le haut potentiel intellectuel. Voilà, ça peut être surprenant, mais au final, il y a beaucoup de troubles associés au haut potentiel. Donc, pour être plus précise, les troubles spécifiques des apprentissages, en fait, ça comprend les troubles 10 et le TDAH. Donc, ce sont des troubles neurodéveloppementaux, donc c'est-à-dire qu'ils se développent au cours du développement de l'enfant. Voilà, donc dès la petite enfance. Donc, le trouble spécifique des apprentissages, vous trouverez plusieurs appellations en fonction des classifications internationales. Donc, on peut retrouver le trouble spécifique des apprentissages, donc ça c'est la classification qui est utilisée en France, mais aussi les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, donc TSLA. Ça regroupe les mêmes déficits au final. Donc, dans les troubles spécifiques des apprentissages, l'enfant, il est confronté à des difficultés pour apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à s'exprimer ou à se concentrer. Il faut savoir qu'on parle de troubles spécifiques des apprentissages uniquement s'il n'y a pas de déficience intellectuelle, de déficit sensoriel corrigé, de troubles psychologiques ou psychiatriques ou des facteurs psychosociaux ou environnementaux qui pourraient altérer en fait le fonctionnement de l'enfant. Donc c'est un diagnostic par exclusion.
On considère qu'il y a 5 à 7% des enfants d'âge scolaire qui sont atteints de troubles spécifiques des apprentissages. Ce sont des troubles durables, à la différence d'une difficulté. Une difficulté est passagère, elle peut être prise en charge, elle peut être corrigée. Le trouble a un aspect durable et il peut perdurer jusqu'à l'âge adulte, en fait. Malgré les rééducations, malgré les mises en place pédagogiques. Ce qui va changer par rapport à la prise en charge de l'enfant, c'est que plus elle sera précoce, moins les difficultés auront d'impact en fait sur le quotidien. Parce que l'enfant va apprendre des stratégies, va apprendre des compensations pour les contourner en fait. Donc les troubles spécifiques des apprentissages, et ça c'est important, une fois qu'ils ont été diagnostiqués, entrent dans le champ du handicap, ce qui permet une reconnaissance auprès de la maison des personnes handicapées, départementale des personnes handicapées, et qui ouvre des droits en fait aux familles, notamment par rapport aux aménagements scolaires, aux aménagements d'examen, mais aussi par rapport d'un point de vue financier, ça ouvre le droit à une allocation spécifique en fait qui peut couvrir des frais, par exemple pour les consultations de professionnels paramédicaux qui ne sont pas conventionnés et qui donc ne sont pas remboursés. Ça permet aussi des mises en place au domicile. Enfin, voilà, donc il y a quand même un intérêt à cette reconnaissance lorsque le trouble est sévère, enfin, moyen à sévère. Donc l'INSERM considère que les enfants avec troubles spécifiques des apprentissages présentent au moins 2 ou plusieurs troubles des apprentissages associés. Voilà, ce sont des troubles durables, mais il est possible, avec une prise en charge adaptée, de compenser les difficultés rencontrées. Donc là, dans l'encadré, je vous ai mis deux références qui sont intéressantes. Le dossier INSERM, qui se lit facilement sur les troubles spécifiques des apprentissages. Et aussi, donc, pour les familles concernées, un guide qui a été émis par la Haute Autorité de Santé donc en 2017, sur comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc, c'est un guide qui décrit la démarche diagnostique, mais aussi la démarche de prise en charge et les adaptations pédagogiques, et qui donne un petit peu les étapes et les acteurs du soin à contacter. Donc ça, on le trouve en ligne via Google. Voilà. Il faut savoir que la Haute Autorité de Santé fait autorité en France, donc les professionnels médicaux et paramédicaux doivent suivre ces guides-là. Donc vous pouvez l'opposer en fait, voilà, si vous rencontrez des difficultés avec des professionnels, vous pouvez toujours faire valoir vos droits via la loi 2005, mais aussi les documents de la HAS. Donc, dans les troubles 10, donc on a la dysphasie. Donc, la dysphasie, c'est une difficulté d'expression. Donc voilà, ça va être des difficultés dans l'ordre des mots, à prononcer certains sons, mais aussi des difficultés de compréhension du langage oral. Donc, selon les études, on considère que 4 à 5% des enfants sont touchés, et les garçons sont majoritairement touchés par la dysphasie par rapport aux filles. Voilà. Donc ensuite, on a la dyslexie qui s'appelle maintenant le trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture. Voilà, c'est une difficulté à entendre les sons dans les mots, à fusionner les sons entre eux pour former des syllabes, et des difficultés à fusionner les syllabes pour former des mots. Et il y a aussi une confusion des sons proches, des difficultés de mémorisation de l'image des mots et un lexique assez pauvre. On considère qu'il y a 8 à 10% des enfants d'âge scolaire qui présentent une dyslexie. Et pareil, les garçons sont majoritaires par rapport aux filles, majoritairement touchés par rapport aux filles. Donc on a ensuite la dysorthographie. La dysorthographie, c'est un défaut d'assimilation des règles orthographiques. Et c'est un trouble qui est souvent associé à la dyslexie. Donc on aura ensuite la dysgraphie. Donc là, c'est un trouble de l'écriture, mais du geste graphique. Ce n'est pas le langage écrit, c'est vraiment au niveau du geste en fait qu'on qualifie la dysgraphie.
Donc ça, je le développerai plus tard. On considère, selon les études, qu'il y a 5 à 27% des enfants qui sont touchés par la dysgraphie. Donc c'est un trouble qui est fréquent. Et les garçons sont majoritairement touchés. On a ensuite la dyspraxie. Donc la dyspraxie, c'est un trouble du geste. Donc pareil, je le développerai par la suite. L'INSERM considère qu'il y a une prévalence de 5% des enfants qui présentent une dyspraxie. Donc on a ensuite la dyscalculie. Donc la dyscalculie, c'est des difficultés avec les concepts mathématiques, notamment dans les concepts de comparaison, de grandeur, pour les nombres. Le raisonnement logique est affecté aussi, les calculs arithmétiques, la géométrie et la mémorisation des tables. Donc, il y a peu d'études sur la prévalence en fait, de la dyscalculie, mais on considère en France qu'il y a 3,6 à 7,7% des enfants qui présentent une dyscalculie. Et donc ensuite, on a le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc là, la prévalence en France est de 3,5 à 5,6%. Alors, ces différences dans les pourcentages, elles s'expliquent par la méthode diagnostique et les tests utilisés. Donc, on pourra trouver des disparités, par exemple aux États-Unis, en Allemagne, dues à ces critères retenus, en fait, pour évaluer le nombre d'enfants TDAH. Les garçons sont les plus touchés. Par rapport au trouble 10, donc une précision, la dysphasie, la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie sont du champ de l'orthophonie. Voilà, c'est pour ça que je ne rentre pas plus dans le détail de ces troubles-là, ce n'est pas mon champ de compétences. Voilà, Donc, la démarche. Quand on constate des signes d'alerte, des difficultés chez son enfant, donc en général, les signes d'alerte sont relevés par le médecin de famille, par la famille elle-même, bien sûr, par les professionnels de la petite enfance, et puis évidemment par l'enseignant, par l'école. Donc quand on constate ces signes-là, il est recommandé d'en parler à son médecin. Le médecin, par le biais de questionnaires et par le biais d'évaluations rapides, va pouvoir prescrire en fait des bilans pluridisciplinaires, donc bilan orthophonique, bilan ophtalmo, bilan ORL, voilà, selon les troubles présents, ergothérapie, psychomotricité, psychologique, neuropsy. Et donc, à partir de ces bilans-là, il va faire une synthèse pour poser son diagnostic, un diagnostic médical. Donc, ces différents bilans permettront aussi des aménagements pédagogiques donc, à l'école. Voilà, donc au niveau des aménagements pédagogiques, l'école peut proposer donc un PAP, donc un plan d'accompagnement personnalisé. Elle peut demander aussi l'intervention du réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Voilà pour ce qui est des interventions de l'école sans la MDPH. Quand les aménagements ont été posés depuis plus de 6 mois, qu'il y a eu une prise en charge thérapeutique de l'enfant et qu'il n'y a pas eu d'évolution des troubles, l'étape suivante, en fait, ça va être d'interpeller la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, pour pouvoir mettre en place des moyens plus conséquents. Donc, pour la saisine de la MDPH, donc il va y avoir plusieurs volets à remplir, dont un volet scolaire, à partir du bilan scolaire, mais aussi un volet médical donc qui sera fait par le médecin, et un volet projet personnel donc rempli par la famille. À partir de ce dossier, la MDPH va estimer l'importance du trouble, en fait. Et à partir de ces conclusions, elle va pouvoir reconnaître ou non le handicap. Donc, quand le handicap est reconnu, il va y avoir la possibilité de mettre en place un PPS, donc avec l'école,
Aménager aussi les conditions d'examen, notamment des tiers-temps supplémentaires pour le brevet ou pour le bac. Des aménagements aussi techniques, des aides matérielles avec la mise en place d'un ordinateur pour les enfants qui ont des gros troubles praxiques. Le dossier MDPH, enfin, la MDPH peut aussi accorder un temps d'aide humaine, donc d'AESH ou AVS, enfin, anciennement AVS. Elle pourra aussi, pour les troubles sévères, préconiser une orientation en ULIS, donc c'est une classe spécialisée dans les écoles d'inclusion scolaire, mais avec un effectif réduit, un enseignant qui a été formé spécialement, voilà, avec donc des temps d'inclusion dans des classes ordinaires, mais un temps dédié pour un accompagnement personnalisé et différencié. Le MDPH peut aussi demander l'intervention d'un CESAD. Donc, le CESAD, c'est une équipe pluridisciplinaire qui se déplace à l'école pour les séances de prise en charge, mais aussi pour accompagner les gens qui entourent un petit peu l'enfant quand le trouble pose question. Voilà. Et quand les troubles sont sévères, donc ça c'est le niveau 3 d'intervention, qu'ils sont résistants à tout ce qui a été mis en place, l'enfant peut être orienté vers un centre référent. Il y en a très peu en France. Voilà, donc là, c'est des équipes, qui vont être dédiées spécifiquement aux troubles, en fait, et qui vont être, qui vont organiser la prise en charge de façon plus... Comment expliquer ça? Voilà, qui vont s'adapter à la sévérité du trouble et qui vont être beaucoup plus pointus, en fait, en termes d'expertise. Voilà, je crois que... Déjà des questions qui nous sont parvenues, donc je voudrais savoir si ça ne vous dérange pas que je commence à poser quelques questions. Oui, pas de problème. D'accord. Oui. Donc en fait, la première question, on me demande d'où viennent les troubles 10 en général? Quelle est la cause de cette maladie? Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le 10, alors du coup, il y a beaucoup d'études en fait qui sont menées, notamment sur la dyslexie. C'est donc un problème neurodéveloppemental, donc c'est au niveau cognitif qu'il y a des atteintes. Par exemple, pour la dyspraxie, des études commencent à pointer des structures défaillantes au niveau du cervelet, par exemple, puisque le cervelet intervient dans la coordination et l'automatisation du geste. Donc, c'est des structures cérébrales, en fait, au niveau du développement, qui ont un développement atypique, en fait. Donc, c'est vraiment... l'intérêt de la recherche, là, actuellement, c'est sur ces aspects neurologiques. J'en parlerai un petit peu plus tard pour le TDAH. Il y a d'autres facteurs aussi, même pour la dyspraxie. Par exemple, pour la dyspraxie, il y a une notion de prématurité, de naissance prématurée, qui peut être un facteur de risque, en fait, pour la dyspraxie. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter chez des nourrissons qui développent dans le futur ce genre de difficultés? Non. L'alimentation ou je ne sais pas. Il y a des recherches qui sont faites par rapport à la nutrition, notamment pour le TDAH, mais il n'y a pas de résultats probants, en fait, à ce niveau-là. Mais d'une manière générale, par exemple pour le langage, exposer l'enfant au maximum au langage, c'est bénéfique. L'exposer à la lecture, lui parler, lire avec lui. Pour la motricité fine, ça va être des jeux, pâte à modeler, manipuler du sable, faire des découvertes sensorielles. Et ça, c'est valable pour tous les enfants au final. C'est stimuler. Laisser l'enfant jouer, mais aussi jouer avec lui, lui proposer différents supports, pas forcément compliqués, expérimenter au maximum. L'écriture, par exemple,
Ça commence dès tout petit, quand l'enfant commence à dessiner dans sa purée. Voilà, il expérimente le geste. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand je passe mon doigt dans la purée, hop, il y a une trace. On considère voilà, que l'écriture commence là, à ce niveau-là. On me demande aussi pourquoi, en majorité, les garçons sont touchés par ce genre de difficultés. Je ne sais pas. On ne sait pas. D'accord, très bien. Enfin, moi, je ne sais pas. J'ai regardé des études, mais voilà, c'est pareil, c'est toujours des hypothèses, en fait, mais il n'y a rien de définitif. Est-ce que les 10 fonctionnent de la même façon entre eux? Est-ce que le mécanisme est le même, quels que soient les 10? Ah non, puisque ce ne sont pas les mêmes fonctions cognitives qui sont touchées, donc ce ne sont pas les mêmes aires cérébrales. La motricité, c'est le cortex moteur, du coup. Le langage, ça va être l'hémisphère, ça va être le lobe pariétal. Pour le TDAH, au niveau de l'impulsivité et du manque d'inhibition, c'est plutôt le cortex préfrontal. Voilà, donc le fonctionnement neurologique n'est pas le même. On me demande aussi quelles sont les caractéristiques et les impacts d'une dyspraxie ou d'une dysgraphie. Alors, j'imagine qu'on va en parler un peu plus tard Non, en détail, hein. ouais, D'accord, très bien. Et on me demande aussi que faire à l'école, quelques exemples concrets. ce Alors, serait, pareil, je pense que selon les cas, on en reparlera un peu plus tard. oui. D'accord, bah, je vous remercie pour cette première série de questions. Et par rapport, parce que moi j'avais une question là par rapport, quand faut-il s'inquiéter? Donc c'est tout de suite, hein, dès la petite enfance, quand il y a des signes alarmants. Et sinon, par rapport à l'école, dès que l'enfant n'arrive pas à atteindre les exigences scolaires, voilà, s'inquiéter un petit peu, en parler au médecin, à l'enseignant, parce que l'enseignant connaît aussi le développement de l'enfant. Voilà. Il faut pas que les familles, en fait, il y a des familles qui n'osent pas interpeller en fait les soignants, mais au moindre doute, en fait, il vaut mieux contacter son médecin, en parler, que de passer à côté d'un trouble ou le prendre en charge tardivement. Plus la prise en charge sera précoce, meilleure est la prédiction, en fait, par rapport à l'impact sur la vie scolaire, mais c'est aussi sur la vie sociale et sur la vie affective aussi de l'enfant. Merci beaucoup. Oui, donc oui, j'avais oublié cette diapo. Pour les enfants de Massignon, donc vous pouvez vous tourner vers le pôle inclusion pour avoir des informations sur les démarches, sur les mises en place pédagogiques possibles. Vous pouvez aussi trouver des informations sur le site de l'AEFE, sur les sites de l'éducation nationale, voilà, sur les différents sites gouvernementaux. Et ne pas hésiter surtout à se tourner vers les associations de patients et de parents qui sont vraiment d'une grande aide, parce que ce sont souvent des parents qui ont déjà traversé ce parcours du combattant, qui sont renseignés, qui sont aussi le partage d'expériences entre parents, ça peut déculpabiliser. Voilà. Donc les associations de parents des troubles 10, il en existe aussi spécifiques pour le TDAH. Voilà, c'est recommandé. Alors, donc la dyspraxie. Alors la dyspraxie, donc c'est un trouble. L'appellation maintenant actuelle, c'est le trouble développemental de la coordination. Donc c'est la nouvelle appellation. Donc l'enfant, au cours de son développement, en fait, il apprend par essai-erreur. Il va développer ses habiletés motrices. Donc il va apprendre à planifier, à programmer son geste. Il va l'exécuter. Et à force d'essais-erreurs et de réussite, il va automatiser son geste, ce qui va lui permettre en fait de passer à autre chose, parce que le geste sera connu, il n'y aura plus d'efforts cognitifs en fait à fournir pour effectuer ce geste. Voilà, le geste, c'est un ensemble de mouvements donc, qui est coordonné dans le temps et dans l'espace. Donc il y a
une composante visuospatiale qui est nécessaire à l'exécution du geste. Dans le cadre de la dyspraxie, donc, c'est une atteinte d'une de ces fonctions, de la planification, de l'exécution, du traitement visuospatial et un défaut d'automatisation. Ce qui fait que l'enfant dyspraxique, pour effectuer un geste complexe, sera toujours en double tâche. Si un enfant dyspraxique ne pourra pas écouter et écrire en même temps, par exemple. L'effort cognitif, il va être soit dans l'écoute, soit dans l'écriture. Voilà, un enfant dyspraxique aura des difficultés à faire du vélo, par exemple, parce qu'il faut gérer et l'équilibre, le pédalage, la tenue du guidon. C'est plusieurs gestes, plusieurs gestes en fait qu'il va falloir coordonner. Ce sont des gestes dissociés, donc ça va être extrêmement compliqué en fait pour lui. On a classé les dyspraxies en 5 grandes catégories en fonction des troubles rencontrés. Donc, par exemple, il y a la dyspraxie de l'habillage. Donc, c'est des enfants qui n'arrivent pas à s'habiller tout seuls, qui vont se tromper, qui vont mettre le bras au niveau du col, qui vont mettre les vêtements à l'envers, qui ne vont pas réussir à mettre leurs chaussures. Voilà, il y a aussi la dyspraxie constructive. Donc là, ce sont des enfants qui, dès tout petits, n'arriveront pas à empiler les puzzles, les cubes, ne joueront pas avec des puzzles, ils auront des difficultés dans le bricolage. Voilà, donc je vous passe les 5, mais c'est une classification en fait qui aide à l'intervention après en thérapie. Donc on considère que la dyspraxie toucherait 5% des enfants de 5 à 11 ans, avec une prédominance donc masculine. La dyspraxie, ça c'est important, peut être diagnostiquée à partir de l'âge de 5 ans. Avant, on peut avoir des signes d'alerte, on peut faire une prise en charge, mais on ne parlera pas encore de dyspraxie parce que la maturation neurologique n'est pas encore arrivée à son terme en termes de motricité. Donc c'est un trouble spécifique des apprentissages, bien que paradoxalement, il touche la motricité et la motricité globale et la motricité fine. Et voilà. Donc évidemment, il y a un meilleur pronostic si la prise en charge est précoce et si le diagnostic est posé avant 9 ans. Idéalement, le diagnostic devrait être posé entre 5 et 7 ans. Donc selon les études, 2 grands facteurs de risque, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la prématurité et un faible poids à la naissance. Donc une prématurité, ce serait une naissance avant 33 semaines de gestation. Voilà, au niveau des signes d'alerte pour la dyspraxie, donc la famille peut déjà soulever des signes, notamment quand c'est plus difficile quand l'enfant est le premier de la fratrie, parce que voilà, on ne connaît pas très bien le développement psychomoteur de son enfant. Et quand il y a une fratrie, voilà, on peut comparer un petit peu les compétences au même âge et les compétences qui ne sont pas acquises. Le médecin de famille aussi, au cours des visites obligatoires de la petite enfance, peut repérer des difficultés. Les professionnels de la petite enfance, lorsque l'enfant va en crèche, en garderie, et à l'école, notamment en maternelle. Les troubles impactent toutes les sphères, donc la vie quotidienne, l'école, la vie sociale. Donc on va trouver un retard important, donc des difficultés au quotidien dans l'habillage, la toilette, l'utilisation des couverts, donc un retard d'autonomie. D'une façon générale, on va observer une grande maladresse qui survient très précocement dans le développement de l'enfant. Au niveau des habilités motrices globales, on va observer des difficultés dans la marche, dans les jeux de ballon, dans la course, dans le vélo. On va aussi pouvoir observer des difficultés dans les escaliers, à monter ou descendre les escaliers pour apprendre à nager.
Dans les jeux, on va constater des difficultés dans les jeux de construction, dans les puzzles, mais aussi dans le dessin. En moyenne section, donc on va pouvoir se rendre compte que l'enfant ne parvient pas à dessiner, il n'arrive pas à découper, à coller, à écrire son prénom. Il y a un décalage aussi entre le discours de l'enfant, entre ce qu'il a voulu produire, ce qu'il pense avoir produit, et la production réelle. Il va y avoir aussi des difficultés au niveau de la motricité fine, dont la prise du stylo, le découpage, le collage, donc on a parlé. L'enfant va avoir des difficultés à suivre les étapes d'une tâche. Il va avoir du mal parfois à initier cette tâche ou à la poursuivre. Donc là, il va falloir l'aider parce qu'il a des difficultés d'organisation, donc il ne voit pas des difficultés de planification, donc il ne voit pas par où commencer, quelle est la succession des différentes tâches pour parvenir à son but. Donc, on va observer aussi des difficultés d'organisation, par exemple dans le cahier de texte, tenir son cahier de texte, des difficultés de rangement. C'est un enfant qui sera facilement distrait et qui va oublier son cartable, par exemple. Il va aussi avoir des difficultés à se repérer dans l'espace de l'école ou du collège. Donc évidemment, il y a des troubles praxiques énormes. Donc c'est un enfant qui va avoir des difficultés à utiliser les outils scolaires type compas, règles, rapporteurs, équerres. Voilà. Souvent, ce sont des enfants, même à la maison, on va se rendre compte qu'il lui faut une aide supplémentaire avec des consignes verbales, un accompagnement verbal ou un besoin de démonstration du geste ou un accompagnement physique pour le geste. Par exemple, pour découper la viande, il va falloir lui tenir les mains, tenir le couteau, lui montrer. Ce sont des enfants qui sont fatigables, qui sont très très fatigués, qui sont très lents aussi, puisque l'effort cognitif est conséquent et leur demande une attention importante, ce qui génère donc cette fatigabilité, voire de l'épuisement. On peut observer aussi chez l'enfant des comportements d'évitement, donc des tâches qui sont difficiles pour lui, ou alors de frustration quand il n'arrive pas à ses fins. C'est des enfants aussi qui peuvent s'isoler socialement, se dénigrer leur travail. Il y a peu d'investissement aussi des activités sportives, mais ce sont des enfants dont les compétences sont préservées à l'oral. Donc les conséquences du trouble, donc évidemment, il y a une interférence significative sur la scolarité et sur la vie courante. Mais il peut aussi y avoir des répercussions sur le comportement. Donc l'évitement, on en a parlé. Sont des enfants aussi parfois qui s'excluent d'eux-mêmes, mais qui sont aussi exclus par le groupe, notamment voilà, sur les jeux de cours de récréation, des jeux moteurs ou dans des jeux d'équipe, on ne va pas le choisir en fait parce qu'il est maladroit, qu'il n'y arrive pas. On peut observer un épuisement de l'enfant quand il essaye de se conformer aux attentes familiales, mais aussi de l'école. Il peut aussi renoncer, parce que quand le trouble n'est pas diagnostiqué, on peut voilà, observer des discours un petit peu délétères, comme il est feignant, il fait ça quand il veut, il est paresseux, alors que ce n'est pas du tout une question de volonté, pour le coup, c'est vraiment une question de capacité. L'enfant ne peut pas. Donc on observera une faible estime de soi, et parce que l'enfant, en plus, est conscient de son échec. Donc une baisse de motivation, un manque d'intérêt pour les activités, de l'anxiété réactionnelle. Et on peut aussi avoir des enfants qui vont tenter de détourner l'attention en faisant le clown, entre guillemets, en classe, voilà, pour pas qu'on remarque ces difficultés pratiques. Et on peut aussi avoir des enfants qui, pour protéger leur estime, pour se protéger eux-mêmes face à l'échec, vont décider de ne plus travailler du tout. Parce que bon, quand on a 5 sur un devoir parce qu'on n'a pas travaillé, c'est plus facile à accepter que d'avoir 5 alors qu'on a travaillé dur et qu'on a essayé de faire de son mieux.
et que parce qu'on a ce trouble-là, qu'on a ces troubles-là, la production n'est pas à la hauteur des efforts fournis. Donc la comorbidité sont ce qui peut être associé en fait à la dyspraxie. Donc c'est un TDAH très souvent, dans 50% des cas, des troubles spécifiques des apprentissages, dont la dyslexie. Donc voilà, dans 50% des cas avec une comorbidité TSA, on aura la dyslexie. La dysgraphie, bien sûr, puisqu'il y a un trouble de la motricité fine. Un trouble de la latéralité, puisque l'enfant a des difficultés avec l'espace. Des troubles neurovisuels, puisque par exemple, la poursuite oculaire va être plus difficile, puisque c'est commandé par un ensemble de muscles oculomoteurs. Donc, si ces muscles-là sont atteints par le trouble, il va y avoir des difficultés à se repérer dans la feuille, à copier les choses, puisque l'œil n'arrivera pas à se repérer dans l'espace de la feuille ou du tableau. Il va y avoir des saccades, donc l'enfant va à chaque fois devoir reprendre tout du début, ou il va se perdre totalement sur les phrases, sur le dessin. Donc ça, c'est pour ça que dans le diagnostic, on va toujours inclure un bilan orthoptique pour écarter ce problème-là. On retrouve aussi un haut potentiel intellectuel associé à la dyspraxie. Des difficultés évidemment psychologiques au niveau de l'estime de soi, de l'anxiété, des syndromes dépressifs, des troubles du comportement. Des exemples d'adaptation scolaire, c'est plus des pistes en fait qui peuvent être mises en place. Donc, décomposer les activités en tâches motrices simples, ce qui permettra à l'enfant petit à petit de pouvoir atteindre le but, mais en décomposant chaque étape. Ça va alléger en fait la charge cognitive de l'enfant. Ensuite, si possible, les complexifier quand le trouble n'est pas trop sévère. Il faut absolument éviter les doubles tâches parce que l'enfant ne peut pas, d'un point de vue cognitif, puisque le geste n'est pas automatisé, il ne peut pas se consacrer à autre chose en fait. Voilà. Il faut aussi lui accorder des temps de repos parce que ce trouble donc, génère de la fatigue. Si possible, limiter la tâche écrite, donc en lui fournissant des photocopies pour les leçons qui sont longues. Ne pas faire copier les consignes. Favoriser l'oral ou des exercices à trous pour les évaluations ou les exercices en classe. Adapter le matériel, donc par exemple en utilisant des stylos ergonomiques ou des manchons. Utiliser du papier avec des lignes contrastées quand il y a un déficit visuo-spatial, voire utiliser des repères de couleurs pour qu'il se repère la droite, la gauche, le haut, le bas en fait, de la feuille. Voilà. Il est intéressant aussi de verbaliser le geste pour automatiser l'écriture. Donc ça, c'est au moment de l'apprentissage, par exemple le L. Donc je monte, je tourne, je redescends. Voilà. Essayer de l'aider un petit peu en passant par la composante verbale et auditive. Ce qui permettra, au niveau de l'automatisation, en fait, l'enfant va pouvoir intérioriser le discours et comme une récitation, en fait. Il va avoir un discours intérieur qui va lui permettre de tracer la lettre. Au niveau des supports de lecture, toujours par rapport à ce problème de visio-spatial et visio-perceptif, c'est intéressant d'augmenter les interlignes et la taille des caractères, mais aussi de surligner une ligne sur deux, en fait, pour aider au repérage. On peut aussi utiliser un cache pour qu'il ne montre donc que la ligne à considérer, ou vraiment, quand le trouble est sévère, utiliser des livres audio. Il faut limiter les attentes en géométrie parce que l'enfant ne va pas pouvoir utiliser convenablement les outils. Mais par contre, il peut être intéressant de lui faire verbaliser ses productions, notamment dans ce qu'il a essayé de faire. Si on demande de faire
Comment on va tracer 2 lignes perpendiculaires? Ben voilà, je trace ma ligne, on utilise l'équerre pour faire la ligne perpendiculaire et ainsi de suite. Ce qui permettra en plus de valoriser l'enfant. Donc, limiter les tableaux à double entrée, donc toujours pour les troubles visuospatiaux. Alors, important, limiter le matériel sur la table, l'aider à ranger, l'aider à coller. Donc, si possible, évidemment, utiliser du matériel adapté, donc des règles avec des poignées. Pour les livres, utiliser un support de livre qui va stabiliser le livre sur la table, puisque l'enfant est maladroit, il risque de tout renverser. Utiliser un plan incliné, si possible, des ciseaux à ressort, un bracelet d'écriture. Bon, ça, c'est déjà plus du ressort de l'ergothérapie. Au niveau des devoirs, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Voilà, diminuer en fait, par exemple, le nombre d'exercices, mais demander à ce que la qualité soit, à ce que l'enfant apporte davantage de soins, enfin, essaye d'apporter plus de soins à la réalisation. Alors voilà, donc là, on parle de matériel adapté. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est avec la notification MDPH. On peut demander donc une aide matérielle via donc un bilan par un ergothérapeute. On peut mettre en place un ordinateur. Donc c'est un ordinateur spécifique avec des logiciels spécifiques. Et c'est l'ergothérapeute donc qui installe ces logiciels et qui apprend à l'enfant à utiliser et à l'AVS s'il y en a une. Et à la famille, bien sûr, comment utiliser les logiciels, comment utiliser l'ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur classique avec… voilà. C'est vraiment du matériel spécifique. À la maison, donc pour les devoirs, évidemment, favoriser l'oral ou la dictée, utiliser une ardoise. On peut aussi utiliser donc un code couleur qui serait toujours le même à l'école et à la maison. Par exemple, utiliser la couleur verte pour ce qui est à droite de la pièce, le côté droit des vêtements, la chaussure droite. Voilà, une couleur qui serait toujours la même pour pour le côté droit, une couleur différente pour le côté gauche, mais pour aider l'enfant visuellement en fait à se repérer. On peut aussi, lorsqu'il y a un gros trouble de l'habillage, favoriser les chaussures à scratch ou à nœud autobloquant pour les lacets, une taille élastiquée pour les pantalons, ou ajouter par exemple un pompon sur les fermetures éclairs des blousons pour que ce soit plus facilement, que l'enfant puisse l'attraper plus facilement. On peut aussi utiliser des couverts ergonomiques et un plateau aussi pour le repas, ce qui permettra de maintenir en fait l'assiette et les couverts dans le plateau et donc sur la table. Ça évitera que l'enfant les fasse tomber par maladresse. Voilà pour la dyspraxie. Merci beaucoup. Quelques petites questions par rapport à la dyspraxie. D'abord, je voudrais rappeler à tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme ça, je pourrai les poser à Madame Duguay. Donc, on me demande d'abord s'il y a un facteur héréditaire à la dyspraxie. Pas à ma connaissance, je sais pas, non. D'accord. On me demande aussi si les professeurs sont formés à ce genre d'adaptation. Est-ce qu'ils connaissent Écoutez, moi, dans ma pratique, je vous parlais de ma pratique professionnelle auparavant. Donc, il y avait des enseignants, en fait, lorsqu'ils ont déjà été confrontés à ce genre de soucis, enfin de troubles, on est au-delà du souci, mettre déjà en place des choses, voilà, des petites choses simples, en fait, matérielles. Est-ce qu'ils sont formés? Je ne connais pas en fait le cursus de formation des enseignants. Donc je ne sais pas s'il y a un module spécifique aux troubles. D'accord. De mon côté, je me demandais quel est le pronostic à long terme, j'ai envie de dire, pour ces enfants. C'est-à-dire, une fois devenus adultes, est-ce qu'ils arrivent
à s'adapter et à vivre comme les autres, ou est-ce que toute leur vie, il va falloir qu'ils aient des pompons sur le blouson? Je pense qu'ils vont s'adapter d'eux-mêmes en fait et choisir des choses qui leur conviennent davantage. Euh, la dyspraxie, donc, elle va poser par exemple des problèmes pour la conduite, mais quand il y a eu une reconnaissance du handicap, il y a des aménagements possibles au niveau de la conduite de la voiture. Donc justement pour pallier à ces troubles-là, parce que là encore, au niveau de la conduite, on est dans une situation de double tâche. Il faut conduire, il faut regarder, être attentif. En France, la plupart des voitures sont manuelles, donc il faut passer les vitesses. Donc voilà, donc il va y avoir des adaptations qui vont être possibles et prises en charge parce que le handicap a été reconnu. C'est vraiment important. Évidemment, ils ne vont pas aller sur des métiers manuels. C'est des adultes qui vont choisir d'autres types de métiers, mais il n'y a pas de fatalité en fait. Si le trouble a été pris tôt, il va y avoir des stratégies de compensation qui auront été mises en place par l'enfant, puis l'ado et enfin l'adulte. Donc, voilà, il va pouvoir suivre des études universitaires, mais pas des études de D'accord. charpentier. On nous demande aussi, vous parlez de faire des bilans, faire un bilan pour savoir la situation. Comment il faut s'y prendre ici à Abu Dhabi pour faire un bilan si on a des soupçons, si on s'inquiète pour son enfant? Alors ici, donc à Abu Dhabi, il y a des centres avec des occupational thérapistes, donc qui sont l'équivalent des ergothérapeutes en France, et dans lesquels on trouve aussi des orthophonistes. Donc voilà, on peut se tourner vers les centres. Je crois que Wonderful Minds a des thérapeutes qui sont francophones. Mais à Abu Dhabi, c'est plus compliqué. Voilà, la coordination aussi est différente et le coût des prises en charge aussi est très important. Sur Dubaï, il existe le CMEDIP, donc qui est l'équivalent d'un centre médico-psychopédagogique, CMPP en France, mais dans lequel il n'y a pas de médecin, mais qui regroupe, voilà, qui travaille beaucoup avec la communauté française, qui regroupe des neuropsychologues, enfin une neuropsychologue, des orthophonistes, une psychomotricienne. Voilà. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, on va pouvoir parler de la dysgraphie. Donc, la dysgraphie, qui est donc le trouble de l'écriture. Donc, c'est un trouble fonctionnel qui touche l'acquisition et ou l'exécution de l'écriture, mais l'écriture en termes de gestes, pas en termes de langage écrit. On a vu tout à l'heure, le langage écrit, on est davantage du côté de l'orthophonie, avec la dysorthographie, la dyslexie, ainsi de suite. Donc, on observe chez l'enfant dysgraphique une écriture qui est trop lente, qui est illisible. Donc là, il y a deux exemples, qui est fatigante aussi. Et souvent, on a une plainte douloureuse de l'enfant au niveau de la main. Donc là, on peut voir un enfant dysgraphique. L'image du haut, c'est un enfant qui a 12 ans. Donc, c'est une dysgraphie qui est sévère. Et donc, en dessous, un enfant de 9 ans qui est en CM2. Donc là, on peut voir les lettres s'entrechoquent, les formes sont pas. Enfin, l'écriture est très vive, très, très brutale. Et au niveau de la lisibilité de l'écriture, si on demande à l'enfant d'aller plus vite, l'écriture sera de moins en moins lisible en fait. Ça va être dégradé par la vitesse, ce côté de mauvaise, enfin d'illisibilité. Donc ça impacte la forme des lettres et leur tracé, on peut le voir sur les exemples, les liaisons aussi entre les lettres. Pour le diagnostic, en France, le diagnostic est du ressort du psychomotricien. Donc on le fait à l'aide de tests standardisés d'écriture qui vont tester donc la qualité de l'écriture et la vitesse. Donc on va considérer que l'enfant présente une dysgraphie
lorsque l'écart sera de 2 ans par rapport à un enfant du même âge. Donc, c'est par rapport à nos tests standardisés. Avant, on parlera d'une difficulté d'écriture. On le prendra en charge quand même, hein, mais on ne sera pas du côté de la dysgraphie. Voilà, évidemment, c'est un trouble qui interfère considérablement sur la réussite scolaire. Alors, les signes d'alerte de la dysgraphie, c'est une tenue du stylo inadaptée ou une posture inhabituelle du poignet, du bras ou du buste, mais ce n'est pas systématique. Un enfant qui tient mal son stylo n'est pas forcément dysgraphique. Et inversement, il y a des enfants dysgraphiques qui tiennent convenablement le stylo, en fait. On va observer donc une écriture qui est lente, avec une fatigue importante. La production sera illisible dans la forme, les liaisons tracées, on l'a vu auparavant, donc ce sera accentué avec la vitesse. La production aura un aspect brouillon, il y aura de nombreuses ratures. Souvent, l'enfant oubliera les signes de ponctuation, il oubliera des lettres. Les interlignes ne seront pas respectées. L'espacement entre les lettres et les mots ne sera pas bon, ne sera pas conventionnel, et il y aura des confusions aussi entre les majuscules et les minuscules. Donc, il y aura la plainte douloureuse au niveau de la main, dans les doigts, au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, du coude. L'enfant, souvent, va éviter les tâches écrites ou alors, en cours de tâche, va éprouver un ennui important. L'enfant peut aussi développer une aversion totale pour tout ce qui implique l'écriture, la tâche écrite. Et en général, l'enfant a des difficultés à comprendre ce qu'il écrit, puisqu'en fait, il est juste dans la tâche motrice, en fait, enfin graphomotrice, et les mots qu'il écrit ne seront finalement que du graphisme, et ça n'aura pas de sens puisque l'enfant ne peut pas être en double tâche. Donc, ça n'aura pas de sens, il ne comprendra pas du tout ce qu'il est en train d'écrire. Des conséquences de la dysgraphie, donc évidemment, c'est une baisse de la motivation et une baisse de l'estime de soi. Au niveau des... Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de la comorbidité, donc, on retrouve souvent un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, une dyspraxie, bien entendu. On retrouve aussi une dyslexie ou une dysorthographie, des troubles du langage et de la parole type dysphasie, un trouble du traitement spatial, un trouble de la latéralité, donc la connaissance droite-gauche, un haut potentiel et des difficultés psychologiques. Au niveau des adaptations scolaires, donc là, c'est voilà, pour un peu aider l'enfant qui aurait une mauvaise posture. Donc déjà, l'enfant gaucher devrait être positionné à gauche de la table quand ils sont 2 par table, ou à droite s'il est droitier. Ce qui est très important, surtout à l'école, mais aussi à la maison quand vous faites travailler vos enfants, c'est la hauteur de la table. C'est vrai pour tous les enfants, avec ou sans trouble, mais encore plus pour un enfant avec des difficultés d'écriture. Donc, il faut que la table, en fait, arrive à peu près au niveau des coudes. Il faut que l'enfant ait les pieds à plat, donc soit au sol, si la hauteur de la chaise le permet, ou sur un support qu'on rajoute sous les pieds. Voilà, ce qui permettra d'avoir des genoux pliés, des chevilles, genoux pliés à 90 degrés, et les cuisses sur l'assise de la chaise pour assurer la stabilité du tronc. Voilà, et les avant-bras doivent reposer sur la table. Ça permet la stabilité et aussi la libération de l'épaule pour l'écriture. La feuille et le cahier doivent être légèrement décalés. Enfin, je vous mettrai une image après, et inclinés. Et la main qui n'écrit pas doit tenir le support sur lequel on écrit. C'est intéressant aussi avec votre enfant de tester différents outils, pas se limiter au bic, parce que le bic peut poser des problèmes de préhension, mais tester différents outils plus ou moins larges au niveau du corps du crayon. Tester différentes aussi techniques style bille, gel,
Sur certaines feuilles, le bic a tendance à accrocher alors que le gel va aller plus vite. Évidemment, on évite le stylo plume pour un enfant dysgraphique. On peut aussi utiliser des stylos ergonomiques, donc type ceux de la marque Stabilo, qui donnent une position pour le majeur et le pouce. Donc là, voilà, on voit des mauvaises postures sur la première image. On peut se rendre compte que la table est trop haute et du coup, cette petite fille est obligée de hausser ses épaules, ce qui va la bloquer et créer des douleurs dans le temps au final. Et ça l'oblige aussi à un petit peu incliner son buste pour essayer de libérer son bras à ce niveau-là pour écrire. Ici, donc, on voit que la position assise n'est pas du tout adaptée. L'enfant, elle est en déséquilibre, qu'elle compense avec ses pieds et l'appui au niveau de son avant-bras, ce qui ne permet pas en fait de libérer totalement l'épaule pour le geste d'écriture, puisque le geste d'écriture, ça implique le mouvement des doigts, ce mouvement-là, mais aussi un mouvement de translation de l'avant-bras. Et quand on doit se déplacer sur un espace graphique qui est grand, un mouvement au niveau de l'épaule. Voilà les postures adéquates. Donc là, on voit ici que l'enfant a les pieds au sol, la table, bon, à peu près bien. Les coudes sont fléchis à environ 90 degrés. L'idéal, c'est un support incliné, en fait. Il n'est pas recommandé en fait que l'enfant ait le dos appuyé au dossier de la chaise, sinon ça bloque en fait au niveau du dos pour les chaises avec des dossiers qui sont hauts. Il vaut mieux privilégier un coussin au niveau lombaire ici. Donc cette posture-là, voilà, elle permet la stabilité du tronc et donc de libérer le bras pour l'écriture. Ici, on voit, voilà, l'enfant ne touche pas le sol, mais on lui a mis un petit support. On peut mettre une boîte à chaussures, un livre, les petits tabourets là pour pliables. Au niveau voilà, de la position de la feuille, donc la ligne bleue, là, elle représente l'axe corporel. Donc quand vous êtes droit, c'est une ligne imaginaire qui passe entre vos yeux, votre nez, votre nombril. Donc on a tendance à voir les enfants tenir leur cahier à ce niveau-là, ce carré rouge là. Ce qui en fait ferme l'épaule. Le bras est obligé de croiser en fait l'axe. Donc il est recommandé pour un droitier de décaler la feuille légèrement sur la droite et de l'incliner, voilà, pour permettre en fait un alignement ici de l'avant-bras avec le bord de la feuille, ce qui permet aussi une bonne position du poignet de la main ici. Et donc, ce qui libère au niveau des doigts ce mouvement-là, qui permet les mouvements de, je ne sais pas si on le voit bien, mais ce qui permet les mouvements d'inscription en fait, des lettres, notamment au niveau des boucles, par exemple. Et là, la main est positionnée en dessous de la ligne d'écriture. Ça aussi, c'est important. Ici, on voit le poignet est cassé, la main n'est pas sous la ligne d'écriture et la prise du crayon n'est pas bonne. Elle est trop près de la mine et les doigts se chevauchent. Et ici, on voit aussi donc le bras ne repose pas du tout, enfin l'avant-bras ne repose pas du tout sur la table, ce qui va générer en fait des contractions inutiles au niveau de l'épaule, de l'instabilité et de la maladresse. Pour le gaucher, voilà, donc on va décaler la feuille à gauche et l'incliner sur la droite. Ici, on peut voir que l'enfant, la main qui tient le support écrit, en fait, empêche la main gauche de passer. Donc ça, c'est à corriger aussi. Il faut que l'enfant décale sa main droite vers la droite. Au niveau des pistes d'adaptation scolaire, donc évidemment, limiter la tâche écrite, avec, comme pour la dyspraxie, des photocopies pour les leçons longues, ne pas faire copier les consignes, favoriser l'oral ou les exercices à trous. Évaluer la réponse plutôt que l'orthographe et la calligraphie de la production. Il faut être un peu tolérant. Au niveau du papier, alors ici, on trouve beaucoup ces cahiers-là, enfin ces feuilles-là. C'est une catastrophe parce qu'on voit mal il y a peu de contraste en fait entre la ligne d'écriture et les interlignes.
Il faut préférer pour des enfants avec des difficultés d'écriture, dyspraxique ou pas, dygraphique ou pas, ce genre de lignage en fait, où là la ligne est vraiment visible, la ligne d'écriture est visible. On peut aussi utiliser du papier Gurvan, donc c'est ce papier-là, ça se télécharge gratuitement sur Internet. Donc là, on a colorié en fait, donc vous pouvez choisir la couleur, mais on a colorié les différents interlignes et la ligne d'écriture est contrastée. On peut aussi utiliser des repères de couleurs donc, pour indiquer gauche, droite, haut, bas, pour délimiter l'espace graphique. Et aussi, ça c'est beaucoup utilisé en rééducation, des lignes de différentes couleurs. Donc voilà, les lettres. Enfin, voilà, c'est une histoire à raconter avec l'enfant par rapport à la position de chaque lettre et jusqu'où elle doit descendre ou monter. On peut aussi verbaliser le geste, comme pour la dyspraxie, pour l'automatiser et pour aider l'enfant à engrammer en fait le geste. Il faut éviter de faire recopier systématiquement le texte mal écrit, les lignes d'écriture. Moi, j'ai vu un prof de collège demander à un enfant à la plume de recopier toute une page A4 5 fois. C'est aberrant. Voilà, ça ne sert à rien, ça n'aidera pas l'enfant et ça ne va faire que renforcer en fait son aversion et son trouble et sa faible estime de lui-même. Il faut aussi, si possible, lui accorder du temps supplémentaire pour la production écrite ou raccourcir la production. Donc, comme pour la dyspraxie, privilégier plutôt la qualité du travail plutôt que sa quantité. Vérifier que les cours soient complets et exploitables, sinon l'enfant va rentrer chez lui en fait et ne pourra pas travailler, il ne pourra pas se relire notamment. Donc ça, ici, ça rejoint un petit peu la fourniture de photocopies des cours. Et selon la sévérité du trouble, donc la mise en place d'un ordinateur avec un bilan en ergothérapie est donc mise en place possible s'il y a une reconnaissance du handicap par la MDPH. Et voilà, pour la dysgraphie. Alors, beaucoup de questions autour de la dysgraphie. La première question, est-ce que ces troubles peuvent diminuer ou disparaître en grandissant sans thérapie? Sans thérapie, non. Non, parce qu'en fait, il faut que l'enfant réapprenne le geste. La thérapie va aider l'enfant en fait par exemple, en psychomotricité, par rapport à la prise en charge, on ne va pas faire des lignes d'écriture du tout. On va commencer en fait par faire des gestes. On va reprendre en fait le développement de l'apprentissage de l'écriture. Vous savez, en maternelle, on commence à écrire sur un plan vertical qui est grand. On fait des grands mouvements, on fait des grandes traces avec les doigts, avec différents supports. Donc en thérapie, on repasse par toutes ces étapes-là. On va utiliser aussi tout ce qui est sensoriel, des lettres sensorielles, voilà, pour que l'enfant puisse ressentir le mouvement par un autre canal que par le geste et par la vue. Donc c'est aussi voilà, le toucher. On va travailler le rythme de l'écriture, le tonus. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont pas, qui ne peuvent être travaillées qu'en thérapie, avec un ergo ou avec un psychomote. Très bien, merci. On me demande aussi si la dysgraphie peut être détectée avant l'entrée de l'enfant dans l'écrit. Non. Non, puisque les tests, en fait, évaluent l'écriture, ce sont des tests écrits. Donc, en fait, c'est la copie d'un texte, voilà. La dysgraphie, en général, on peut commencer à la détecter à partir de fin de CE1. Voilà. Là, on pourra, à moins qu'il y ait un trouble très sévère qu'on détecte dès le CP, mais par contre, on va pouvoir détecter des difficultés de motricité fine avant, dès la maternelle. Donc, dans la tenue du crayon, du stylo, des outils, comme pour la dyspraxie, c'est des choses qu'on peut détecter, notamment l'enseignant peut le voir, ça, parce qu'il peut comparer, il connaît le développement de l'enfant, il connaît les enfants. Il va pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en décalage par rapport aux autres.
La dysgraphie, ça reste un problème de motricité fine. Très bien. Est-ce que l'écriture cursive est conseillée ou pas lorsqu'un enfant est atteint de dysgraphie? Alors, l'écriture cursive, en fait, elle permet d'être plus rapide, paradoxalement. Mais l'apprentissage est plus difficile que pour l'écriture, mince, j'ai plus le mot, que le script. Mais le script va demander plus de temps pour écrire les mots, puisqu'il n'y a pas de liaison entre chaque lettre, en fait. Donc, il n'y aura pas de continuité dans le tracé. Cette continuité-là, c'est des choses qui sont travaillées, du coup, en thérapie pour que l'enfant ne lève pas le crayon, enfin, au minimum, justement, pour qu'il y ait un gain sur la rapidité d'écriture. Mais le script, au final, n'aide pas forcément. Et du coup, c'est une aberration parce qu'en fait, dans le développement de l'enfant, le cerveau va se latéraliser. Donc, spontanément, on va faire des gestes plutôt à droite ou plutôt à gauche. Donc, ça, c'est des choses qu'on évalue lors des bilans. Et quand il y a une latéralité qui a été comme ça contrariée, ça engendre fatalement des troubles. Par exemple, dans ma pratique, j'ai constaté avec ma collègue orthophoniste que beaucoup d'enfants dyslexiques avaient une latéralité contrariée, c'est-à-dire que d'un point de vue usuel dans l'utilisation, dans l'écriture, l'utilisation des outils, il utilisait sa main droite, alors qu'au final, son cerveau était latéralisé à gauche. Donc oui, contrarier la latéralité, c'est délétère au final et ça induit d'autres troubles. Ça va le perturber de changer la main et ça va lui demander un effort cognitif énorme qui ne sera pas forcément bénéfique au final. Ça va rajouter du trouble parce qu'il a appris à écrire comme ça. Donc, toutes les composantes de l'écriture et les composantes visuospatiales se sont organisées avec un mouvement de la main droite. Par rapport à la prise en charge, plutôt elle est mise en place, mieux c'est en fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer au chapitre suivant. Donc, le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ici, si vous vous adressez à un centre, vous trouverez peut-être l'appellation américaine, enfin anglaise du coup, c'est ADHD. Donc c'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de centres qui interviennent sur ce trouble-là. Donc le trouble de déficit de l'attention, c'est une association de trois grands, enfin, il est décrit par trois grands symptômes, donc l'inattention, l'impulsivité verbale et motrice et sociale et l'hyperactivité. Il faut savoir que dans le TDAH, souvent on n'entend parler que d'hyperactivité, or il peut y avoir plusieurs formes. Donc il peut y avoir une forme avec uniquement donc le symptôme inattention qui est prégnant, une forme avec uniquement l'hyperactivité et l'impulsivité verbale et motrice, et une forme mixte donc qui englobe ces trois symptômes. En général, le trouble de l'attention, comme il est moins bruyant qu'une forme mixte ou une forme avec hyperactivité seulement, il passe inaperçu plus longtemps. Parce que l'enfant, voilà, on va dire, il est sage, il ne bouge pas. Voilà, donc il va pouvoir passer inaperçu au cours de sa scolarité jusqu'à un certain point, évidemment, quand la tâche scolaire demandera un effort d'attention plus important. Au niveau de la prévalence, donc on estime qu'il y a 3,5 à 5,6% des enfants qui sont touchés, avec donc une prédominance chez les garçons. Et souvent, il y a des études là qui sont concordantes qui ont repéré que souvent, dans la famille, il y a un autre membre qui a un TDAH. Voilà, donc ils s'interrogent sur la composante génétique.
Donc les troubles, pour qu'on commence à suspecter un TDAH, ils doivent être persistants depuis au moins 6 mois et dans au moins 2 sphères. C'est-à-dire qu'un enfant qui est agité à l'école et qui ne présente pas ces troubles-là à la maison ne sera pas suspecté de TDAH. Il va y avoir d'autres diagnostics, d'autres démarches diagnostiques. Mais l'enfant TDAH voit son quotidien à la maison et à l'école impacté par les troubles. Au niveau du repérage, donc souvent les symptômes ont un retentissement sur la vie familiale et sur la vie scolaire et sociale de l'enfant. Donc la plupart du temps, la porte d'entrée, c'est une plainte des parents ou de l'entourage éducatif, ou parfois même par l'enfant lui-même. J'ai trouvé une étude de la HAS là, par rapport aux plaintes repérées par les parents. Donc, il est souvent question de désobéissance, d'agressivité, de difficulté à gérer sa colère, de l'impulsivité, des activités à risque avec des risques physiques avérés, une désorganisation, l'enfant donne l'impression d'être ailleurs, il est instable au niveau de son humeur, il est étourdi, il est immature socialement et émotionnellement, et évidemment, il est toujours en mouvement ou trop actif. Au niveau du personnel scolaire, donc, la plainte, elle porte sur un enfant qui est remuant, qui est agité, qui n'est pas attentif, qui ne se concentre pas, qui a des problèmes d'interaction sociale avec les copains, avec les adultes, qui a des retards scolaires, qui est perturbateur, qui bavarde trop, qui parle sans demander l'autorisation, qui n'écoute pas. C'est un enfant avec des plaintes de devoirs non faits ou incomplets, des problèmes d'organisation dans le travail. Et des problèmes repérés par l'enfant à l'adolescence, c'est un enfant qui n'aime pas l'école, qui a peu d'amis proches. Selon une enquête, 34% n'ont pas d'amis à l'école. 34% des enfants TDAH n'ont pas d'amis à l'école. C'est énorme. Donc, ce sont des ados aussi qui vont parler de conflits fréquents avec les parents et qui auront une faible estime de soi. Donc ça, c'est des plaintes auprès du médecin. Donc, au niveau des signes qu'on va pouvoir repérer, donc au niveau de l'inattention, donc c'est un enfant qui va avoir des difficultés à fixer son attention, à écouter, à suivre des instructions. C'est un enfant qui sera facilement distrait. Au moindre bruit, il va se démobiliser, au moindre mouvement. Si il entend un bruit dans le couloir, si une porte s'ouvre. Ce sont des enfants qui sont lents, qui sont étourdis, mal organisés, qui ont des problèmes de mémorisation, puisque la mémoire et l'attention sont liées. Ce sont des enfants, ça c'est important, qui ont des problèmes de gestion du temps et de repérage temporel. Donc il y a des aides à apporter à ce niveau-là. Ce sont des enfants donc, qui sont très fatigables, puisque la charge cognitive est importante. Et on peut observer des paradoxes lors d'une activité qui motive l'enfant. L'aspect de la motivation est importante chez le TDAH. Il peut rester plus longtemps sur une activité qui lui plaît. Au niveau de l'impulsivité, donc là, ce sont des enfants impatients. En général, l'action précède la réflexion, donc il y a des mises en danger. Ce sont des enfants qui coupent la parole, qui n'attendent pas leur tour, qui parlent beaucoup, qui font du bruit, qui sont réactifs aux stimuli. Ce sont des enfants qui n'anticipent pas les conséquences de leur acte et qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc, ils vont répéter les mêmes erreurs. Du fait de leur impulsivité, ils ne vont pas aller au bout de la tâche, ils vont papillonner. Ce sont des enfants qui supportent mal la frustration et qui ont des difficultés au niveau de la gestion des émotions, donc ils vont se mettre facilement en colère. On va avoir du mal à les calmer. La moindre contrariété va les faire flamber. Au niveau de l'hyperactivité, de l'agitation motrice, donc c'est un enfant qui va bouger exagérément, qui renverse ses affaires, qui parle trop, qui est très excité, qui court plus qu'il ne marche. Et on va avoir du mal à l'apaiser, en fait. Il va être tout le temps en mouvement.
Et au niveau social, donc, on va observer des reproches et des plaintes de l'environnement, enfin, de l'entourage, des parents, des enseignants, mais aussi de ses pairs, des autres élèves. Voilà, parce qu'il peut avoir un comportement, il peut démontrer de l'agressivité, il va être maladroit dans ses interactions sociales, blessant. Donc, il va y avoir de nombreux conflits, des rejets. C'est un enfant aussi qui va beaucoup se blesser, des blessures accidentelles. Quand ils sont plus grands, il peut aussi y avoir des accidents de la voie publique d'ailleurs. Voilà, un enfant qui va traverser sans regarder. Et évidemment, ces enfants-là auront une mauvaise estime d'eux-mêmes, une baisse de l'estime de soi. Il y a aussi des troubles du sommeil, donc des difficultés à aller au lit, à s'endormir, et après le matin, des difficultés à sortir du lit et à se réveiller. Donc, au niveau des conséquences personnelles, donc l'enfant, il a une image, il est confronté à une image négative qu'on lui renvoie. C'est culpabilisant pour lui, notamment s'il n'y a pas eu de diagnostic de posé. Voilà, c'est vrai que le diagnostic permet un petit peu de déculpabiliser et les parents et l'enfant. La dégradation progressive de l'estime de soi, en fait, c'est un cercle vicieux. Ça va du coup augmenter l'agressivité et apporter encore plus de difficultés dans ses relations sociales, des interactions. Voilà, ça va être un cercle vicieux qui va s'auto-alimenter. Et ce sont des enfants qui souvent rencontreront des états de stress chronique dans leur vie quotidienne. Pour les plus grands, on va observer des conduites à risque et des conduites dangereuses. Donc, les conduites à risque, ce sont des mises en danger volontaires et répétées. Donc, c'est par exemple la consommation de stupéfiants, la conduite dangereuse de véhicules, des tentatives de suicide, des sports extrêmes. Et les conduites dangereuses, elles, c'est une mise en danger, mais qui n'est pas intentionnelle, en fait. Donc, les études constatent un lien étroit entre ces deux types de conduite et le patient TDAH. La cause de ce lien-là serait du coup l'impulsivité, en fait, et donc l'absence d'inhibition, donc au niveau du cortex préfrontal, qu'on retrouve chez les enfants TDAH, enfin chez les personnes TDAH. L'existence d'un TDAH dans l'enfance, dans les études, est associée à une augmentation du risque d'abus d'alcool et de consommation de substances psychoactives, donc cannabis et drogue dure, à l'adolescence. Il a été aussi retrouvé que parmi des adolescents, un groupe d'adolescents qui consomment des produits illicites de façon abusive, on a constaté qu'il y avait 25 à 30% de ces ados-là qui en fait présentent un TDAH. Ces facteurs de risque-là sont majorés s'il n'y a pas de prise en charge de l'enfant du trouble. Donc, au niveau de la comorbidité, il existe des troubles associés, donc, selon les études, entre 65 et 89% des cas. Donc, on retrouve des troubles spécifiques des apprentissages dans un quart des cas. Donc, dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, etc. On retrouve aussi souvent un haut potentiel qui est associé à un TDAH, des troubles du sommeil, une énurésie, donc là c'est un problème de continence dans 30% des cas, des troubles oppositionnels avec provocation, des troubles des conduites, on vient d'en parler, un trouble anxieux dans un tiers des enfants en fait, un trouble dépressif et des comportements à risque à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, pour les troubles des apprentissages, oui, 25% des cas, on va retrouver des dyspraxies, souvent, avec le TDAH. Voilà. Au niveau des adaptations scolaires, des pistes d'aménagement, donc évidemment, comme s'il y a la composante d'inattention, donc on va essayer de limiter les distracteurs. Donc en classe, le bureau, l'éloigner de la fenêtre, plutôt près de l'enseignant,
près d'un mur, parce que le mur va contenir en fait l'enfant, c'est rassurant. Loin des portes, voilà, loin des étagères si elles contiennent des objets, des jouets, du matériel. Au niveau de son bureau, on va limiter le matériel qui est sur le bureau au strict nécessaire à la tâche en cours. Il faut que son matériel, si possible, soit facilement identifiable pour l'aider à l'organisation avec un code couleur si nécessaire. Par exemple, en maths, ça va être le cahier rouge. S'il y a une trousse avec des outils spécifiques dedans, ce sera la trousse rouge et ainsi de suite. Il faut préférer les cahiers au classeur, sinon l'enfant risque de perdre en fait ses feuilles ou de mal les classer. Ça, c'est l'emploi du temps visuel. C'est une aide précieuse en fait, surtout chez le petit, parce que l'enfant TDAH a du mal à se repérer dans le temps. Donc, c'est un emploi du temps à la maison et à l'école, avec des images simplifiées, qui est à exploiter tous les jours avec l'enfant, ce qui lui permettra de se repérer. Et du coup, ça va le rassurer en fait. Aussi, et s'il y a un changement dans la routine, l'expliquer auparavant. Au niveau de l'école et même de la famille, il faut édicter des règles simples et claires. On peut aussi utiliser des supports visuels pour les enfants plus jeunes, avec des pictogrammes. Il faut penser à faire des rappels fréquents. Par exemple, si avant d'aller en récréation, surtout au début des mises en place de moyens de compensation, c'est lui rappeler voilà, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, comment se déplacer, et s'assurer que l'enfant l'a compris. On peut aussi faire un contrat de comportement, mais ça, c'est déjà fait en général en maternelle. On peut utiliser, parce que l'enfant va se démobiliser très rapidement, il n'a aucune notion du temps qui passe. Donc, on peut utiliser un timer. Donc, ça va être un outil qui va lui permettre de voir le temps qui lui reste dans l'activité. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une activité, admettons, sur une activité de découpage, collage, lui dire, voilà, pendant 15 minutes, on va se mettre sur cette activité-là, ce qui va aussi contenir la colère et la frustration. On peut aussi s'aider de la pendule qui est en classe, donc pour qu'il puisse se repérer et, par exemple, sur son sous-main, lui mettre, voilà, je sais pas, à 9 h, on va en récréation, lui mettre le dessin de la pendule avec les aiguilles, la position des aiguilles qui indique l'heure, donc 9 h. Et comme ça, il pourra comparer et se dire que c'est le moment de partir en récréation. Et se dire aussi par la même occasion, quand ce n'est pas le moment, non, voilà, les aiguilles ne sont pas dans cette position-là, donc ce n'est pas le moment de partir. Donc, c'est intéressant aussi de fractionner les consignes, puisque l'enfant, avec son trouble de l'attention, ne comprend pas l'implicite et ne peut pas tout anticiper, en fait. S'assurer qu'il a bien compris en le faisant reformuler, l'aider à démarrer l'activité si nécessaire. Des contacts visuels fréquents avec l'enseignant sont intéressants, lui permettent de se remobiliser. Vous pouvez aussi utiliser le langage non verbal, des renforcements positifs, des encouragements. Donc, il peut aussi y avoir des petits signes, voilà, quand la tâche est terminée. Voilà, valoriser en fait tous les efforts qui sont faits par l'enfant, même s'ils sont tout petits. En fait, pour lui, c'est énorme. Il faut favoriser, si possible, l'oral. Donc, pareil, la qualité du travail plutôt que la quantité. Permettre à l'enfant de bouger en lui donnant des tâches. Par exemple, il peut distribuer les feuilles, distribuer les cahiers, venir effacer le tableau. Ça va pouvoir un petit peu décharger ce besoin moteur. On peut aussi aménager un coin réflexion dans lequel l'enfant, dans la classe, dans lequel l'enfant pourra s'isoler un petit peu des autres de la classe. Pour certains, on peut mettre en place des caches dans lequel l'enfant pourra, par exemple, avoir dans ce coin-là une activité qu'il aime, qui va le détendre, une balle anti-stress ou une colonne avec des bulles, des objets sensoriels, ce qu'on appelle maintenant des fidgets.
avec des hand spinners, des choses voilà, qui peuvent lui permettre de désamorcer un petit peu une flambée de colère là, qui pourrait arriver due à la frustration et à son besoin en fait. On peut aussi utiliser, ça c'est pour le besoin de bouger, des coussins gonflables, donc ça crée en fait une assise dynamique. On peut utiliser des sangles, une sangle élastique qu'on va accrocher au niveau des pieds du bureau ou de la chaise. Il va pouvoir mettre ses pieds dessus en fait et bouger. Voilà, on va pouvoir aussi au niveau de la prise en charge. Donc en France, parce que ce n'est pas vrai dans les pays anglo-saxons, mais en France, après diagnostic, il va d'abord y avoir la mise en place d'une approche non médicamenteuse avec des thérapies, des TCC, des thérapies comportementales, des thérapies cognitives, enfin, selon le besoin en fait, de l'enfant ou de l'adolescent. Un entraînement aux habiletés sociales aussi. On va aussi soutenir les familles. L'approche médicamenteuse, elle, ne peut se faire chez un enfant qu'à partir de 6 ans ou plus, dans le cadre, à condition qu'il y ait déjà eu une prise en charge globale. Et lorsque les mesures en fait, qui ont déjà été mises en place par l'école et par les thérapies n'ont pas apporté de bénéfices en fait, à l'enfant et que les troubles sont toujours trop envahissants. Cette prescription, elle doit être faite par un médecin spécialisé hospitalier. C'est une prescription de 28 jours. Le généraliste ensuite peut le renouveler tous les mois. La durée de renouvellement est limitée à 1 an. Après, il faut retourner voir le praticien hospitalier. La prescription est réglementée et très, très surveillée car les médicaments utilisés sont des stupéfiants. Ce sont des produits qui sont proches des amphétamines. Ce sont des psychostimulants. En France, on a peu finalement recours aux médicaments. Moi, par exemple, dans ma pratique en CMP, le médecin psychiatre, sur l'ensemble des enfants qu'on a vus pour un trouble TDAH, ne l'a prescrit qu'une fois parce que le trouble était vraiment trop important pour que l'enfant puisse investir sa scolarité. Mais de manière générale, surtout chez les petits, le médecin hospitalier est plutôt prudent parce que ce sont des produits qui sont forts. Et voilà, en général, donc c'est pas avant 6 ans. Et avant, il y a des examens somatiques qui sont effectués, notamment un électrocardiogramme. Avec ensuite des examens en cours de traitement réguliers et fréquents. Et quand il y a une thérapie médicamenteuse, en général, le médecin propose des fenêtres thérapeutiques. Par exemple, pendant les vacances, surtout pendant les vacances, où on va en fait arrêter le traitement voilà, pour voir si l'enfant a progressé. Voilà, je crois que j'ai brossé le tableau du TDAH. Bon, on vous remercie. Beaucoup de questions par rapport au TDAH. D'abord, la première, comment attirer l'attention et leur faire faire ce qu'il y a à faire alors qu'ils sont si hyperactifs? Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est justement ces histoires-là de mettre en place un emploi du temps et des règles simples, y compris à la maison, avec un timer, et utiliser en fait après des renforcements positifs. Mais lui dire, bah non, là c'est l'heure des devoirs, pendant 15 minutes, on va faire, je ne sais pas, des maths. Et donc on va mettre ce timer là qui va lui montrer voilà, la durée qui lui reste à faire sur cette activité-là. Moi, j'utilise en séance avec les enfants, j'utilise un repère visuel, en fait, sur lequel on établit le contrat auparavant. Je dis, voilà, il y a 2 zones, en fait, c'est un camembert avec une zone bleue, une zone rouge et une zone blanche. Voilà, pendant la zone bleue, tant que l'aiguille est dans la zone bleue, je décide des activités. Quand elle passe dans le rouge, tu décides. Et quand c'est blanc, c'est qu'on a terminé. Et ça aide pas mal. Ça aide pas mal parce que
Ces enfants-là, non, on l'a vu au tout début, hein, c'est un trouble spécifique des apprentissages, il n'y a pas de déficit intellectuel. Donc, ils sont en mesure de comprendre ces notions de contrat et d'engagement en fait des deux parties. Il faut aussi que l'adulte, quand il passe un contrat avec l'enfant, se tienne aussi à sa partie. Hein. Voilà. Si on a promis que dans la zone rouge, ce serait l'enfant qui déciderait, il faut qu'effectivement, quand l'aiguille passe dans le rouge, l'enfant puisse décider. On ne peut pas lui dire ah ben non. Voilà, sinon il y a plus de confiance, il faut que ce soit réciproque. Hein. C'est une relation de confiance et aussi de sécurité affective. Voilà. Et voilà, il faut aussi beaucoup soutenir les parents parce qu'il y a une grosse culpabilité qu'on retrouve chez les parents. Parce qu'avant le diagnostic, voilà, la question se pose sur comment dire, un problème d'éducation, entre guillemets. Voilà, c'est des enfants qui sont stigmatisés, mais les familles aussi. On nous demande à l'intersection entre le manque de concentration qui peut être combiné parfois avec le manque d'intérêt et de motivation. Comment faire en sorte que votre enfant soit intéressé pour lire ou apprendre des choses nouvelles? Comment sait-on qu'il a un problème pour apprendre? Et comment sait-on la différence entre la bonne volonté pour apprendre et la difficulté médicale? Vous voyez ce que je veux dire? Et on nous demande aussi, je mets la question en parallèle avec quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'il y a un test systématique pour détecter les TDAH? Alors, il y a des questionnaires par les médecins. Un questionnaire voilà, de la famille qui ressemble un peu au questionnaire qu'on peut utiliser avec des enfants qui présentent un trouble du spectre autistique. Ce ne sont évidemment pas les mêmes questions. Au niveau de l'attention, ce qui est intéressant, ce sont les tests avec un neuropsychologue qui, lui, va tester les fonctions cognitives, donc la mémoire, l'attention. Un bilan aussi psychologique pour voir si vous voulez, moi, dans ma pratique, j'ai vu des enfants arriver avec une agitation motrice importante, mais qui finalement n'était pas un TDAH. C'était, je pense à une jeune fille, enfin une petite fille notamment, des difficultés psychosociales en fait. Voilà, avec des problèmes familiaux, des choses. Et donc cet enfant-là, elle répondait avec cette agitation par cette agitation, elle répondait à une insécurité affective énorme. Mais pour autant, c'était pas un TDAH. Donc, on va utiliser des batteries, oui, qui sont des batteries de test qui sont étalonnées, qui permettent aussi, quand on fait un retest au bout de 6 mois ou 1 an, de pouvoir objectiver les progrès. C'est pas juste quelque chose de... On n'a pas juste la sensation qu'il y a un progrès. Il y a aussi des chiffres voilà, qui vont indiquer les progrès de l'enfant. C'est valorisant pour lui, c'est rassurant pour la famille. Et c'est recommandé de toute manière par la Haute Autorité de Santé et les agences régionales de santé maintenant dans le parcours de l'enfant. Par rapport... Très bien. Pardon, je vous laisse parler. Par rapport quand est-ce que c'est un trouble ou pas, là, on va surtout se rendre compte par rapport aux signes d'alerte qui seront relevés par l'enseignante, par la famille. Voilà, il y a des choses. Mais de toute façon, s'il y a le moindre doute, moi, j'encourage les familles à se tourner vers les professionnels, en fait. Il vaut mieux se tromper que passer à côté. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il ne sera pas qualifié de TDAH parce que ce n'est pas un TDAH, c'est important que l'enfant, qu'on puisse corriger en fait la difficulté, que l'enfant ait cette possibilité-là qu'on trouve, si possible, voilà, pourquoi il y a cette difficulté qui apparaît et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour l'aider, pour la faire disparaître. Donc, il n'y a pas... on ne fait pas mal si on en parle à son médecin et si on demande voilà,
des diagnostics, des tests. On nous demande aussi l'impact des écrans sur le développement du cerveau des enfants et peut-être sur leur hyperactivité. Est-ce que trop d'écrans attaquent le cerveau? Euh, Est-ce qu'il y a des outils ou des idées que vous pouviez nous suggérer pour limiter cette exposition? Alors, il y a un site qui est intéressant par rapport à l'exposition aux écrans qui s'appelle 36912. Vous savez, c'est la règle. Il y a eu une grosse campagne en France notamment là-dessus. C'est avant 3 ans, donc pas d'écran. À partir de 3 à 6 ans, une demi-heure maximum par jour en présence de l'adulte. De 6 à 9 ans, 1 heure maximum par jour. Mais il est recommandé de toute manière de limiter au maximum les écrans et de jouer avec son enfant. De jouer avec lui ou de le laisser jouer, de lui proposer différentes situations. Par exemple, le goût de la lecture, c'est vrai que les enfants à qui on aura lu beaucoup d'histoires auront une appétence pour la lecture. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, pour les ados par exemple, d'accéder au CDI de Massignon pour choisir un petit peu la lecture qui lui plaît, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en lecture. Moi, à titre personnel, l'utilisation de la Kindle, par exemple, a été bénéfique pour un de mes enfants qui n'aimait pas lire, mais qui a pu, comme ça, zapper d'un livre à l'autre et choisir le style qu'il aime. Et finalement, finir par lire, être un grand, grand lecteur. L'intéresser à d'autres tâches, c'est l'exposer un petit peu à différentes activités, en fait, des jeux de société, des jeux moteurs, sortir, aller se promener. Voilà. On nous demande Et si ce trouble est en augmentation ou s'il est mieux détecté. Et est-ce que les écrans accentuent ce trouble? alors en fait, par rapport à la détection, le diagnostic, il n'est pas en augmentation. En fait, c'est qu'on le diagnostique mieux et on le prend en compte en fait. Donc, on a l'impression qu'il y a plus d'enfants TDAH, mais au final, il y a beaucoup d'enfants TDAH qui n'étaient pas détectés auparavant. Donc ça fait partie des recommandations au niveau de la santé en France. En France, on a un gros problème de diagnostic, en fait. On a du retard par rapport à d'autres pays. Et là, il y a un plan 2018-2022 qui a été instauré en France, donc pour le dépistage précoce des troubles du développement. Donc évidemment, on va voir des pathologies, enfin des prévalences qui vont augmenter du coup, mais parce qu'elles seront diagnostiquées. On a une personne qui nous fait la remarque qu'elle elle regrette que les enseignants soient quand même plus au courant de ce genre de troubles afin de les aider à détecter. On demande si on a entendu dire que les enfants hyperactifs présentent une déficience dans leur capacité de stockage du fer. Est-ce que c'est démontré? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas au courant, d'accord. Je sais qu'il y a des études de mener sur la nutrition, mais il n'y a pas eu de résultats probants en fait. Et là, je me suis appuyée sur un document de la Haute Autorité de Santé justement par rapport à la nutrition. Et il n'y a pas pour l'instant, il n'y a rien de probant par rapport au sucre, par rapport pour le TDAH, quoi. On nous demande si pour le TDAH, il faut aller chez un neuropsychiatre ou chez un pédopsychiatre. En général, en fait, comme le médecin va faire un diagnostic par exclusion, le neuropédiatre peut être intéressant parce qu'il est spécialisé dans les troubles du coup neurodéveloppementaux. D'accord. Mais sinon, pour les familles qui rentrent en France, donc il y a les CMP, il y en a dans tous les territoires de santé. Dans les CMP, il y a des médecins pédopsychiatres qui vont. En fait, la démarche, c'est que les parents vont inscrire leur enfant
sur la liste d'attente, parce qu'en général, il y a des listes d'attente. Donc, pour les familles qui vont rentrer cet été, par exemple, il faut s'y prendre tôt, téléphoner pour savoir s'il y a une liste d'attente, de combien elle est, pour mettre l'enfant sur la liste. Et donc ensuite, le pédopsychiatre va recevoir la famille et l'enfant. Et en fonction de cette consultation-là, d'un entretien, c'est un entretien qui est assez long, il va prescrire des bilans paramédicaux, donc orthophonie, psychomote, ergothérapie, et aussi des bilans ophtalmiques, en ophtalmologie, des bilans en orthopsie pour écarter, et ORL pour écarter les troubles sensoriels. Et s'il y a des suspicions par rapport à d'autres troubles neurologiques, des atteintes neurologiques, il va demander un bilan neuro plus poussé. Parce que l'intérêt, en fait, de caractériser chaque trouble, que ce soit des troubles d'apprentissage scolaire ou d'autres troubles en psychopatho, c'est d'apporter la réponse adéquate, en fait. On ne va pas traiter tous les troubles de la même manière. L'intervention n'est pas du tout la même. Et par Très rapport bien, pour merci revenir beaucoup. aux écrans, je suis désolée, hein, comment dire, je n'ai pas en tête les études récentes là, sur l'impact. Il y a un impact sur le langage, ça c'est certain, sur une exposition prolongée, mais par rapport au développement cérébral, j'aurais tendance à dire que fatalement, il y en a un, puisque le cerveau va se développer par l'expérimentation, en fait. L'enfant, il n'est pas passif. Un enfant qui se développe, il n'est pas passif, il touche, il bouge, il joue, il expérimente, il goûte. Donc, et les connexions au niveau cérébral vont s'établir comme ça, par un apprentissage sensorimoteur, en fait. Et on le voit bien, hein, des enfants qui sont dans des milieux, comment dire, dans des milieux où il n'y aura pas justement cette exposition suffisante et qui ne permettront pas suffisamment d'expérience sensorimotrice, ce sont des enfants qui présenteront un retard de développement psychomoteur. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. On a balayé à peu près les trois sujets dont vous vouliez parler. Je vous remercie pour cette intervention. C'était un plaisir. Bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, on les mettra en relation avec vous s'ils veulent poser plus de questions, avoir plus d'informations. Et puis, vous pourrez accéder à la retransmission de cette conférence sur notre chaîne du CAPE sur YouTube. Je voudrais aussi rappeler qu'au sein du CAPE, nous avions une unité, un groupe de parents qui se focalise sur ces problématiques de 10 en général, et donc qui sont prêts à accompagner les parents qui font face à ce genre de difficultés pour les aider à naviguer, soit au sein de l'école, soit au sein des médecins, des différents intervenants sur Abu Dhabi. Donc, l'association est bien sûr à leur côté. Je vous remercie, je souhaite une bonne soirée à tous et plaisir de vous revoir pour la prochaine conférence. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne soirée.